le ciel de Créteil pesait sur les barres d'immeubles comme un couvercle de plomb. Était la fin de l'automne, et la lumière grise et faible qui filtrait par la fenêtre du salon ne faisait qu'accentuer la tristesse des lieux. Notre appartement, un modeste 60 mètres carrés au 7e étage, était un musée de notre vie à 3 générations. Chaque meuble, chaque bibelot, chaque fissure dans le mur, racontait une histoire de fin de mois difficile, de joie simple, et de déception silencieuse. L'air y était lourd, chargé des reproches que l'on n'osait pas formuler, de la fatigue accumulée, et de cette promiscuité forcée, qui use les âmes plus sûrement que le temps. Était un lieu propre, tenu avec le soin méticuleux de ceux qui n'ont que leur dignité, mais tout y était fatigué, du canapé en sky, élimé à la cuisine en formica d'une autre époque. Était assise sur ce canapé, moi, Monique, 68 ans, veuve et retraitée d'une vie passée à nettoyer les bureaux des autres. Mon corps, menu et voûté par les années de travail et les soucis, tentait de se faire le plus petit possible, de ne pas déranger. Mon visage, une carte de géographie où chaque ride était un chemin parcouru, était tourné vers la fenêtre, mais je ne voyais pas le paysage morne de la banlieue. Je portais mes vêtements de tous les jours, un gilet de laine beige et une jupe sombre, des couleurs neutres, pour une femme qui avait appris à se fondre dans le décor. En apparence, était la sérénité même, la grand-mère discrète et résignée, qui accepte son sort sans un mot. Mais à l'intérieur, était un gouffre de solitude et de peur, la certitude angoissante, être devenu un meuble de plus, un fardeau invisible. Le bruit sec du téléphone posé avec force sur son socle dans le couloir a fait sursauter le silence. Était Sandrine, ma fille. Sa voix, que j'entendais en bribes, était tendue, un fil sur le point de rompre. Les mots, prélèvement rejeté, banque, découvert, ont flotté jusqu'à moi, comme les messagers d'une catastrophe imminente. Je n'ai pas eu besoin d'entendre le reste pour comprendre. Une nouvelle facture impayée, une nouvelle humiliation, une nouvelle source de tension dans notre quotidien déjà si fragile. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Je savais que la tempête, qui grondait sourdement depuis des semaines, était sur le point d'éclater. Et je savais, avec une certitude glaciale, que j'en serais l'aile, épicentre. Elle est entrée dans le salon le visage défait. À 40 ans, Sandrine en paraissait 10 de plus, usée par son travail précaire d'aide-soignante, son rôle de mère célibataire, et les dettes qui s'accumulaient comme de la mauvaise herbe. Elle tenait dans sa main un relevé de compte froissé, ses doigts crispés sur le papier comme si elle voulait étrangler. Ses yeux, habituellement si doux, étaient de fentes sombres remplies non pas de colère, mais d'un désespoir si profond qu'il m'a fait peur. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Son regard balayait la pièce, cherchant un coupable, une raison, n'importe quoi sur quoi décharger le poids qui le écrasait. Puis, ses yeux se sont posés sur moi, et j'ai su qu'elle l'avait trouvé. Son doigt accusateur s'est tendu, non pas vers moi mais vers le petit sac en papier de la pharmacie posé sur la table de la cuisine. À l'intérieur, un tube de crème pour les mains sèches. Une dépense dérisoire, moins de 5 €. Un minuscule pansement pour ma peau abîmée par des décennies d'eau de javel. Était ma seule coquetterie, mon seul petit luxe. Mais dans le contexte de notre misère, ce petit tube de crème est devenu le symbole de tous nos maux, le détonateur de l'explosion. C'est quoi, ça ? A-t-elle demandé, la voix blanche. La question n'attendait pas de réponse. Était le début d'un procès dont le verdict était déjà scellé. Je suis restée muette, sentant les mots étranglés dans ma gorge. La discussion n'a pas tardé à dériver. La crème pour les mains était qu'un prétexte. Bientôt, il a été question de tout le reste. Le loyer en retard, la cantine de Léo, les factures électricité, sa solitude, son épuisement. Les mots sortaient de sa bouche comme un torrent de boue, un mélange de griefs anciens et de frustrations présentes. Chaque phrase était une accusation, chaque silence était un reproche. Elle me jetait à la figure des années de sacrifice, les siens, oubliant les miens. Était devenue la source de tous ses problèmes, l'encre qui l'empêchait d'avancer. Et moi je restais là, sur ce canapé usé, à encaisser les coups, incapable de me défendre, paralysée par la culpabilité qu'elle me transmettait. C'est alors que Léo est apparu dans l'encadrement de la porte de sa chambre. Mon petit-fils de 8 ans, mon unique rayon de soleil. Il se tenait là, en pyjama, ses grands yeux innocents passant de sa mère en furie à sa grand-mère pétrifiée. Il ne comprenait pas le sens de tous les mots, mais il sentait la violence de la situation, la haine qui avait envahi notre petit appartement. Sa présence a jeté un froid. Il était le témoin silencieux de notre naufrage, un petit juge au regard pur, qui nous renvoyait à notre propre indignité. Pour lui, pour l'amour que je lui portais, j'avais tout supporté, tout enduré. Mais aujourd'hui,
Même sa présence ne suffisait plus à contenir le raz-de-marée. En voyant son fils, Sandrine a eu un instant d'hésitation. Une lueur de honte a traversé son regard. Mais la vague de désespoir était trop puissante, elle l'a submergée à nouveau. Elle s'est retournée vers moi, le visage déformé par une souffrance qui la rendait méconnaissable. J'ai vu les mots se former sur ses lèvres, les derniers les pires, ceux qui détruisent tout sur leur passage. Elle a pris une profonde inspiration, comme pour rassembler les dernières forces qui lui restaient, non pas pour se calmer, mais pour frapper plus fort, pour porter le coup de grâce. J'ai fermé les yeux un court instant, me préparant à l'impact, comme un soldat qui attend l'explosion de l'obus. J'en peux plus, le cri a déchiré le silence pesant, un cri rauque, brisé, qui venait du plus profond de son être épuisé. Les murs ont semblé trembler. J'ai toujours tout sur le dos. Toi, ton argent, ta santé. Chaque mot était un éclat de verre projeté à mon visage. Elle ne criait plus, elle haletait, les larmes coulant maintenant sur ses joues, des larmes de rage et d'impuissance. Hélène était plus ma fille, mais une étrangère qui me vomissait sa douleur. Et était plus sa mère, mais son bourreau, la cause de sa vie gâchée. Le monde autour de moi s'est rétréci, pour ne plus devenir que cette scène insoutenable. Puis est venue la phrase qui a tout scellé, qui a brisé le dernier fil qui nous reliait. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et avec un calme terrifiant qui a succédé à la fureur, elle a prononcé les mots fatidiques. « Tu es un poids pour moi. » Le silence qui a suivi fut absolu, assourdissant. Ces 6 mots ont résonné dans l'appartement, puis dans ma tête, dans mon cœur, dans chaque fibre de mon être. Ce « N » était plus de la colère. C était une sentence. Une vérité qu'elle avait gardée en elle pendant des années, et qu'elle venait de libérer. Un poids. C'est ce que J était devenu. Un objet lourd et encombrant dont on ne sait que faire. J'ai ouvert les yeux, et j'ai soutenu son regard. Derrière ses larmes, je n'ai pas vu de la méchanceté pure. J'ai vu l'épuisement d'une femme à bout, la cruauté involontaire de celui qui souffre trop pour se soucier de la douleur de l'autre. Mais cette compréhension n'a en rien atténué la blessure. La vérité avait été dite. Sa vérité. Et elle m'avait anéanti. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. À cet instant précis, j'ai cessé être une mère, une grand-mère, une personne. Je n'était plus qu'un fardeau. Un problème à résoudre. Une charge dont elle ne voulait plus. Léo, qui était resté figé sur le seuil, s'est mis à pleurer. Des pleurs silencieux, d'enfant, qui me déchiraient le cœur. Il a couru vers moi et a enfoui son visage dans mes genoux, son petit corps secoué de sanglots. J'ai posé ma main sur ses cheveux, un geste automatique, vide, de toute chaleur. Mes doigts étaient de glace. Je ne sentais plus rien. Le chagrin de mon petit-fils était la seule chose qui me prouvait que Gel était encore vivante. Sandrine, elle, est restée immobile, le souffle court, comme horrifiée par l'étel, écho de ses propres paroles. Le monstre qu'elle avait libéré, lui faisait peur à elle aussi. Le silence qui s'est installé ensuite était pire que tous les cris. Était le silence de la mort, celui d'une relation qui venait d'expirer sous nos yeux. Un silence plein des débris de notre famille. Sans un mot de plus, Sandrine a tourné les talons, et s'est enfermée dans sa chambre. Le claquement de la porte a été le point final. Irrévocable. Il n'y aurait pas d'excuse, pas de retour en arrière. Les mots avaient été dits, et comme des flèches, ils avaient atteint leur cible. Ils ne pourraient jamais être retirés. La blessure était trop profonde, mortelle. Je suis restée assise un long moment, Léo toujours blotti contre moi. Je caressais machinalement ses cheveux, le regard perdu dans le vide. Je regardais les objets qui m'entouraient. La photo de mon mariage sur le buffet, les dessins de Léo aimantés sur le réfrigérateur, le fauteuil où mon mari aimait s'asseoir. Tous ces témoins silencieux de ma vie passée me semblaient maintenant appartenir à un autre monde, à une autre femme. Une femme qui avait une place, un rôle. Cette femme venait de mourir, assassinée par 6 mots. Je était plus rien qu'une vieille femme assise dans un salon qui était plus le sien. Ce fut le moment où mon monde s'est effondré. Une seule phrase a suffi à effacer toute une vie. Si cette histoire résonne en vous, si vous vous êtes déjà senti invisible, ou de trop, abonnez-vous à notre chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quel coin du monde vous nous regardez. Votre présence ici me rappelle que même dans la plus grande solitude, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Savoir que vous écoutez mon histoire me donne la force de continuer à la raconter, car elle doit être entendue. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Chaque fois que je fermais les paupières, j'entendais sa voix. Encore et encore. Tu es un poids. Les mots tournaient en boucle dans ma tête.
se transformant en un écho cruel de mes propres peurs, de mes propres doutes. La honte était une chape de plomb sur ma poitrine, m'empêchant de respirer. J'avais passé ma vie à servir les autres, à être utile, à ne jamais déranger. Et voilà comment tout se terminait. J était la preuve vivante d'un échec. Elle, échec d'une mère. Elle, échec d'une vie. Je me sentais sale, indigne, coupable d'exister. Dans l'obscurité de ma petite chambre, une décision a germé, lentement mais avec la force tranquille de l'inévitable. Je ne pouvais plus rester ici. Rester, C, était accepter elle, étiquette qu'elle m'avait collée. C, était consentir à être un fardeau, à vivre chaque jour sous le poids de son ressentiment et de ma propre honte. Partir était la seule chose digne qu'il me restait à faire. Non pas par colère, mais par amour-propre. Ce qu'il en restait, du moins. Je devais partir pour cesser être le problème, pour lui permettre, peut-être, de respirer à nouveau. Et pour me sauver moi aussi. Avant que les premières lueurs blafardes de l'aube ne traversent les rideaux, je me suis levée. Mes gestes étaient lents, précis, silencieux. J'ai pris un vieux sac en toile, que j'utilisais pour les courses. J'y ai glissé une tenue de rechange, mon portefeuille contenant les quelques billets qui constituaient toute ma fortune, et une photo jaunie de mon défunt mari, le seul homme qui m'avait jamais regardé comme si j'y étais précieuse. Je n'ai pas pris grand-chose. Je n'avais plus le sentiment que quoi que ce soit dans cet appartement m'appartenait encore. J était une intruse, une squatteuse de la vie de ma propre fille. Mon dernier acte fut de me glisser dans la chambre de Léo. Il dormait profondément, un petit ange dans la pénombre. La lumière de la lune caressait son visage innocent. Je me suis penchée, et j'ai déposé un baiser sur son front. Une de mes larmes a roulé sur sa joue, mais il n'a pas bougé. « Pardon mon trésor », ai-je murmuré si bas, que le son s'est perdu dans le silence. C'est dit lui était un adieu qu'il n'entendrait pas. Puis, rassemblant le peu de dignité qui me restait, j'ai marché à la porte d'entrée. Je l'ai ouverte sans un bruit, suis sorti dans le couloir froid et l'ai refermée doucement derrière moi. La serrure a cliqué. C'est, était fini. Je haine, était plus un poids dans cette maison. Je haine, était plus qu'un fantôme. Les rues de Créteil étaient encore endormies lorsque j'ai franchi le seuil de l'immeuble. L'air glacial de novembre m'a saisi. Un choc brutal qui contrastait avec la chaleur étouffante de l'appartement que je venais de quitter. J'ai remonté le col de mon vieux manteau, un réflexe dérisoire contre le froid, qui me pénétrait jusqu'aux os, mais surtout contre le vide immense qui était ouvert en moi. Je marchais sans but, mais pas résonnant sur le trottoir désert. Chaque lampadaire était un témoin silencieux de ma fuite, projetant mon ombre chétive devant moi, comme pour me rappeler ma solitude. Je haine était personne, une silhouette anonyme dans une ville qui se moquait bien de mon drame. La douleur était si vive, si physique, que j'avais l'impression que mon cœur sonne, était brisé en 1000 morceaux de verre dans ma poitrine. Je ne pleurais pas. Les larmes étaient gelées à l'intérieur, pétrifiées par la violence des mots de ma fille. J'ai fini par m'asseoir sur un banc public, face à un petit square où les jeux d'enfants ressemblaient à des squelettes métalliques dans la pénombre. Le froid du banc en fer a traversé les fines épaisseurs de mes vêtements, mais je ne le sentais presque pas. J était engourdi. Mon esprit tournait en boucle, rejouant la scène, encore et encore. La voix de Sandrine, son visage déformé par le désespoir, et ces 6 mots qui avaient tout anéanti. « Tu es un poids pour moi. Un poids. » J'avais passé ma vie à alléger celle des autres, à porter les fardeaux de mon mari malade, puis ceux de ma fille, jeune mère célibataire. Je m'enf, étais effacée, rendue transparente pour ne jamais déranger, et voilà le résultat. J était devenu une charge, un objet encombrant, dont on souhaitait se débarrasser. Le ciel commençait à éclaircir, passant d'un noir d'encre à un gris sale. La ville éveillait, indifférente. Mon regard s'est perdu sur les balcons des immeubles voisins. Derrière chaque fenêtre, j'imaginais des vies, des familles qui se réveillaient, des petits déjeuners partagés dans la chaleur d'un foyer. Tout ce que je n'avais plus. Une vague de souvenirs m'a submergée. Je me suis revue des années en arrière, jeune mariée, emménageant avec Jean dans notre premier appartement. Notre joie, nos projets, la naissance de Sandrine. Jean me disait toujours, « Monique, tu es mon ancre, mon port d'attache. » Comment étais-je passé d'une encre à un poids? La question me torturait. J'ai sorti de mon sac la photo jaunie de mon mari. Son sourire bienveillant me fixait, mais il ne pouvait plus rien pour moi. Il était parti depuis 10 ans, me laissant seul face à une vie qui avait perdu ses couleurs. J'ai serré la photo contre mon cœur, un maigre réconfort contre le désespoir qui menaçait de m'engloutir. La solitude est devenue insupportable. Je ne pouvais pas rester là, à me transformer en statue de glace et de chagrin.
Il me fallait trouver un refuge, même temporaire. Une seule personne m'est venue à l'esprit. Josiane. Mon amie de toujours, la seule qui me restait de ma jeunesse. Nous nous étions un peu perdus de vue ces dernières années, chacune absorbée par ses propres soucis, mais je savais qu'elle ne me fermerait pas sa porte. La honte me brûlait la gorge à l'idée de devoir lui avouer ma détresse, de m'imposer à elle. J'ai cherché une cabine téléphonique, un vestige d'un autre temps. J'ai composé son numéro avec des doigts tremblants, mon souffle formant un nuage de buée sur la vitre sale. Quand j'ai entendu sa voix endormie, les mots ont eu du mal à sortir. Josiane ? C'est Monique. J'ai un problème. Josiane habitait de l'autre côté de la ville, dans un petit 2 pièces aussi modeste que le mien, mais qui semblait rempli de chaleur humaine. Quand elle m'a ouvert, en peignoir, les cheveux en bataille, son visage s'est immédiatement empreint d'inquiétude en me voyant sur son paillasson, mon petit sac à la main, les yeux cernés par une nuit sans sommeil. Elle ne m'a pas posé de questions tout de suite. Elle m'a simplement prise dans ses bras, une étreinte maladroite mais sincère qui a fait fondre une partie de la glace qui enserrait mon cœur. Elle m'a fait entrer, m'a installé dans son fauteuil et m'a préparé un café bien chaud. Le simple fait d'être là, dans un lieu sûr, avec une présence amie, m'a permis de respirer pour la première fois depuis des heures. Je buvais mon café à petites gorgées, le silence uniquement troublé par le tic-tac de son horloge comptoise. Assise dans sa cuisine minuscule, l'odeur du café se mêlant à celle de la cire d'abeille, j'ai commencé à raconter. Les mots sortaient difficilement, par bribes. J'avais honte. Honte de ma fille, mais surtout honte de moi. J'avais l'impression d'avoir tout raté, d'avoir élevé une enfant qui me méprisait. Josiane écoutait sans m'interrompre, son visage reflétant un mélange de tristesse et de compassion. Elle hochait la tête de temps en temps, posant sa main sur la mienne lorsque ma voix se brisait. Elle ne m'a pas jugée. Elle n'a pas cherché à défendre Sandrine ni à m'accabler. Elle a simplement accueilli ma douleur, lui donnant le droit d'exister. C'est l'épuisement qui l'a fait parler, Monique. Elle ne le pensait pas, a-t-elle fini par dire doucement. Mais je savais, au fond de moi, qu'elle le pensait. Les mots les plus cruels sont souvent les plus sincères. Les premiers jours chez Josiane furent un baume sur ma blessure. Elle me laissait dormir, me préparait des petits plats, insistait pour que je regarde la télévision avec elle le soir. Était une parenthèse de douceur dans mon chaos intérieur. Cependant, très vite, le sentiment d'être de trop a refait surface. Insidieux. Son appartement était petit, et ma présence perturbait visiblement sa routine bien huilée. Je dormais sur le canapé du salon, ce qui l'obligeait à marcher sur la pointe des pieds le matin. Je la voyais s'inquiéter pour moi, et cette inquiétude devenait un fardeau supplémentaire sur ses épaules, déjà chargée par ses propres problèmes de santé et son petit budget. Je n'avais pas fui la maison de ma fille pour devenir un poids pour mon amie. La culpabilité me rongeait à nouveau. Pour contrer ce sentiment d'inutilité, j'ai essayé de me rendre indispensable. Je faisais le ménage à fond, je préparais les repas, je lui tenais compagnie. Mais chaque geste me semblait maladroit, forcé. Était pas chez moi. Était une invitée qui prolongeait son séjour. Une anomalie dans son quotidien. Josiane, avec sa gentillesse habituelle, me disait de ne pas m'en faire, que était la bienvenue. Mais je voyais bien dans son regard une pointe de lassitude, la fatigue de devoir gérer une situation qui, était pas la sienne. Elle me suggérait de rappeler Sandrine, de tenter une réconciliation. Vous êtes mère et fille, l'amour est plus fort que tout. Mais je ne pouvais pas. L'idée même d'entendre à nouveau sa voix me glaçait d'effroi. La blessure était trop vive, la confiance brisée. Les nuits étaient les pires moments. Une fois Josiane couchée, le silence de l'appartement devenait assourdissant. Allongé sur le canapé qui sentait la naphtaline, je fixais le plafond, et le film de ma vie défilait. Je revoyais les sacrifices que j'avais faits pour Sandrine après la mort de Jean. J'avais vendu notre petite maison de campagne pour venir m'installer avec elle et l'aider avec Léo. J'avais donné toutes mes économies, ma pension de réversion, sans jamais rien demander en retour. J'avais cru bien faire, être une mère et une grand-mère dévouée, mais peut-être que mon dévouement avait été étouffant. Peut-être qu'en voulant trop l'aider, je l'avais privée d'air, je l'avais rendue dépendante, et, finalement, pleine de ressentiment. Les questions tournaient en boucle dans ma tête, sans réponse, me laissant épuisée et encore plus perdue. Un soir, alors que je feignais de dormir, j'ai entendu Josiane parler au téléphone à voix basse dans sa chambre. Elle parlait à sa propre fille. Oui, elle est toujours là. Non, je ne sais pas ce qu'elle va faire. C'est compliqué, tu sais. Je ne peux pas la mettre à la porte. Mais ce n'est pas une situation qui peut durer. Chaque mot était un coup de poignard. Elle avait raison, bien sûr. Sa franchise était pas méchante. Elle était simplement réaliste.
Mais entendre ma situation décrite comme un problème à régler a ravivé la douleur de la phrase de Sandrine. J était un poids. Où que j'aille. Ce soir-là, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais plus m'imposer. Le lendemain matin, avant qu'elle ne se réveille, j'ai plié la couverture sur le canapé, laissé un petit mot de remerciement sur la table de la cuisine, et je suis partie. Dehors, la rue m'attendait, froide et impersonnelle. Ma nouvelle destination était la mairie. Le centre communal d'action sociale. Le simple fait de prononcer ces mots dans ma tête était une humiliation suprême. Moi, Monique, qui avait toujours travaillé dur, qui n'avait jamais rien demandé à personne, j'allais devoir mendier de l'aide. La salle d'attente était grise, impersonnelle, éclairée par la lumière crue des néons. Elle était remplie de visages fatigués, de regards vides, de gens qui, comme moi, avaient vu leur vie basculer. J'ai pris un ticket, et je me suis assise sur une chaise en plastique inconfortable, serrant mon sac contre moi comme une bouée de sauvetage. J était un numéro, une statistique de la précarité. Chaque minute qui passait était une torture, l'attente me dépouillait un peu plus de ma dignité. J était devenue l'une de ces pauvres gens que je voyais parfois dans les reportages à la télévision, sans jamais imaginer que je pourrais en faire partie. Mon numéro a finalement été appelé. Je suis entrée dans un petit bureau où m'attendait une assistante sociale, une jeune femme au regard bienveillant mais professionnel. Elle m'a posé des questions, et j'ai dû raconter mon histoire une nouvelle fois. Cette fois, les larmes sont venues. Des larmes de honte, de fatigue, de désespoir. Je lui ai tout dit, la dispute, les mots de Sandrine, ma fuite. Elle m'a écouté patiemment, en prenant des notes, sans manifester des émotions particulières. C était son travail. Pour elle, J était un dossier parmi d'autres. Elle m'a parlé de listes d'attente pour les logements sociaux, de procédures administratives complexes, de délais interminables. Pour l'immédiat, la seule solution qu'elle pouvait me proposer était de m'orienter vers un centre d'accueil de jour, pour personnes âgées. Un endroit où je pourrais passer mes journées au chaud, avoir un repas et un peu de compagnie. Je n'avais pas le choix. J'ai accepté, le cœur lourd. Le lendemain, je me suis présentée à l'adresse indiquée. Le centre était un bâtiment moderne et sans âme, coincé entre un supermarché et une voie rapide. À l'intérieur, une grande salle commune bruyante, meublée de tables en formica et de chaises dépareillées. Une odeur de soupe et de désinfectant flottait dans l'air. Des dizaines de personnes âgées étaient là, certaines jouant aux cartes, d'autres regardant la télévision d'un œil absent, d'autres encore dormant dans leur fauteuil. J'ai eu un mouvement de recul. Je ne voulais pas être là. Je était pas comme eux. Mais en me regardant dans le reflet d'une vitre, j'ai dû admettre la vérité. Est exactement comme eux. Seul, perdu, sans endroit où aller. J'ai trouvé une chaise libre dans un coin, le plus loin possible du bruit, et je me suis assise, en essayant de me rendre invisible. Mes premières journées au centre furent un supplice. Je restais prostrée dans mon coin, feignant de lire un magazine que je ne voyais même pas. J'observais les autres, leurs visages marqués par la vie, leurs gestes ralentis par elle, âge ou la maladie. J écoutait malgré moi des bribes de leur conversation. Des histoires de solitude, de deuil, d'enfants ingrats, de petits-enfants, qui ne venaient jamais les voir. Leur douleur faisait écho à la mienne, mais au lieu de me sentir comprise, je me sentais encore plus désespérée. C était donc ça, la fin de la vie. Une salle d'attente pour la mort, où l'on se racontait ses malheurs pour passer le temps. J'avais l'impression être tombée dans un trou noir, un lieu sans espoir et sans avenir. Chaque soir je repartais marcher dans les rues, jusqu'à réélaigner cette eau, épuisement, redoutant la nuit que je passais dans un foyer d'urgence, un dortoir impersonnel et bruyant. Puis, un jour, une femme s'est approchée de ma table, elle s'appelait Yvette. C était une petite dame pleine d'énergie, avec des yeux pétillants de malice malgré ses 80 ans bien sonnés. « Vous faites toujours la tête, vous ? Un petit café, ça ne vous ferait pas de mal », m'a-t-elle lancé avec un accent titi parisien. J'ai d'abord été déconcertée par sa familiarité, mais il y avait une telle chaleur dans sa voix que je n'ai pas pu la repousser. Elle s'est assise en face de moi sans attendre mon invitation et a commencé à me raconter sa vie, ses amours, ses voyages, ses emmerdes, comme elle disait. Elle ne m'a rien demandé sur moi, elle a juste parlé, remplissant le silence qui m'entourait de sa présence joyeuse et un peu chaotique. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai esquissé un sourire. Peu à peu, grâce à Yvette, j'ai commencé à sortir de ma coquille. Elle m'a présenté à d'autres habitués du centre. Il y avait Marcel, l'ancien cheminot qui connaissait par cœur toutes les lignes de train de France, et puis Huguette, qui avait été couturière pour une grande maison de couture, et qui critiquait les tenues de tout le monde avec un œil d'experte. J'ai commencé à participer aux conversations, timidement d'abord, puis avec un peu plus d'assurance. J'ai découvert des vies incroyables, des parcours semés d'embûches, mais aussi de grandes joies.
J'ai réalisé que derrière chaque visage ridé se cachait une histoire riche et complexe. Ces gens N étaient pas seulement des personnes âgées. Ils étaient des survivants, des combattants, chacun avec sa propre dignité et sa propre force. Leur résilience m'a profondément touché. En les écoutant, j'ai commencé à voir ma propre situation sous un jour différent. Mon histoire, si douloureuse soit-elle, N n'était pas unique. La solitude, le sentiment d'être un fardeau, la peur de l'avenir C, étaient des sentiments universels, partagés par beaucoup. Cela ne diminuait pas ma peine, mais cela la rendait moins monstrueuse, moins honteuse. Je N était plus seul dans mon naufrage. Nous étions tous dans le même bateau, ramant comme nous le pouvions contre les courants de la vie. Cette prise de conscience a été le début d'un changement subtil en moi. La carapace de honte et de culpabilité a commencé à se fissurer, laissant entrer un peu de lumière. J'ai recommencé à prendre un peu soin de moi, à choisir mes vêtements le matin, à me coiffer. Des gestes simples, mais qui signifiaient que je n'avais pas totalement renoncé. Pendant ce temps, je n'avais aucune nouvelle de Sandrine. Une partie de moi l'espérait, une autre la redoutait. J'imaginais le silence pesant dans l'appartement, la tristesse de Léo. Cette pensée était la plus douloureuse de toutes. Mon petit-fils me manquait d'une manière si intense que c'en était physique. Je pensais à lui constamment, à son rire, à ses câlins, aux histoires que je lui lisais le soir. Comment vivait-il mon absence? Est-ce que sa mère lui avait expliqué? Lui avait-elle dit la vérité? Ou avait-elle inventé un mensonge pour se protéger? L'incertitude me rongeait. Je me sentais coupable de l'avoir abandonné, même si j'avais eu le sentiment de ne pas avoir le choix. Il était la victime innocente de notre conflit d'adultes et cette idée M était insupportable. Un après-midi, alors que je jouais à la belote avec Marcel et Yvette, une des animatrices du centre est venue me chercher. « Monique, il y a un appel pour vous. » Mon cœur s'est emballé. Personne n'avait ce numéro, à part l'assistante sociale. J'ai décroché le combiné d'une main tremblante. « Allô ?» Une toute petite voix a répondu à l'autre bout du fil. « Mamie, c'est moi Léo. » Le choc a été si grand que j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Entendre sa voix, si claire, si innocente, a été comme un rayon de soleil perçant les nuages les plus sombres. J'ai fondu en larmes, incapable de prononcer un mot. « Mamie, tu pleures ?» m'a-t-il demandé, inquiet. J'ai réussi à reprendre contenance. « Non, mon trésor, c'est la joie de t'entendre. »« Comment tu as eu ce numéro ?» Il m'a expliqué qu'il avait demandé à la voisine, Madame Dubois, de chercher sur Internet. Il m'appelait en cachette de sa mère, depuis le téléphone de cette voisine complice. Ce premier appel a été bref. Il ne m'a pas posé de questions sur la dispute. Il ne m'a pas demandé pourquoi J était parti. Il m'a juste dit une chose, une seule, qui a suffi à bouleverser mon monde. « Mamie, tu me manques. La maison est trop silencieuse sans toi. » Ces mots simples, prononcés avec toute la sincérité d'un enfant de 8 ans, ont eu plus d'impact sur moi que tous les discours de réconfort. Ils m'ont rappelé que pour quelqu'un dans ce monde je N, était pas un poids. J était une absence. Un vide. J était aimé, d'un amour inconditionnel et pur. Ces appels secrets sont devenus mon rituel, ma bouffée d'oxygène. Léo m'appelait presque tous les jours après l'école. Il me racontait ses journées, ses notes, ses disputes avec ses copains. Il me parlait de sa mère aussi, par petites touches. Maman est triste, mamie. Elle ne sourit plus beaucoup. Le soir, je l'entends pleurer dans sa chambre. Ses confidences me déchiraient le cœur. Je comprenais que Sandrine souffrait, elle aussi, rongée par la culpabilité et le regret. La colère que je ressentais envers elle a commencé à s'estomper, remplacée par une immense tristesse pour nous trois, pour notre famille brisée. Nous étions toutes les deux prisonnières de nos douleurs, incapables de faire le premier pas l'une vers l'autre. Un mardi, Léo n'a pas appelé à l'heure habituelle. L'inquiétude m'a saisie. J'ai imaginé le pire. Peut-être que Sandrine avait découvert nos appels et qu'elle lui avait interdit de me parler. L'après-midi s'était tiré, interminable. J'essayais de me concentrer sur ma partie de cartes, mais mon esprit était ailleurs. Le soir approchait, et le centre allait bientôt fermer. J était sur le point de partir quand l'animatrice est venue me voir, un air surpris sur le visage. « Monique, il y a quelqu'un qui vous demande à l'accueil. Un petit garçon. » Mon cœur a raté un battement. J'ai couru jusqu'à l'entrée, bousculant les gens sur mon passage. Et il était là. Mon Léo. Debout sur le seuil, son cartable sur le dos, les yeux rougis par les larmes. Il avait fait le mur, comme il me l'a expliqué plus tard. Il était sorti de l'école et au lieu de rentrer chez lui, il avait pris le bus tout seul pour venir me trouver.
Il se tenait là, si petit et si courageux, au milieu de tous ces adultes. En me voyant, son visage s'est éclairé d'un immense soulagement. Il a couru vers moi et s'est jeté dans mes bras, sanglotant. « Je suis venu te chercher, mamie. Je veux que tu rentres à la maison. » Je l'ai serré contre moi de toutes mes forces, respirant l'odeur de ses cheveux, sentant son petit corps trembler contre le mien. À cet instant précis, quelque chose a basculé en moi. La femme craintive et résignée, qui avait fui sa propre vie, a disparu, remplacée par une grand-mère prête à se battre pour l'amour de son petit-fils. Le voir là, si vulnérable et si déterminé, a été l'électrochoc dont j'avais besoin. Sa présence a balayé des semaines de honte et d'apitoiement. Ma valeur ne se mesurait pas à l'aune des difficultés financières de ma fille ou de ses mots malheureux. Ma valeur, elle était là, dans les bras de cet enfant qui avait bravé la ville et ses peurs pour me retrouver. J'ai compris que je ne pouvais plus me cacher, que je ne pouvais plus être une victime. Je devais reprendre le contrôle de ma vie, non seulement pour moi, mais aussi pour lui. Pour lui montrer qu'on ne doit jamais laisser personne nous définir, nous réduire à un problème. Je lui devais de me relever, de retrouver ma dignité. J'ai pris son visage entre mes mains et j'ai essuyé ses larmes avec mes pouces. « Mon chéri, je ne peux pas rentrer à la maison, pas maintenant. Mais je te promets que nous allons trouver une solution. D'accord ?» Il a hoché la tête, pas tout à fait convaincu, mais apaisé par ma nouvelle assurance. J'ai appelé l'école pour les prévenir, puis j'ai appelé Sandrine. Sa voix était paniquée au téléphone. « Maman ? Léo n'est pas rentré. Je ne le trouve nulle part. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Ne t'inquiète pas, Sandrine. Il est avec moi. » Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Un silence chargé de 1000 émotions. Puis, juste un mot, murmuré, presque inaudible. « Pardon. » Cet acte d'amour pur de mon petit-fils a été le véritable tournant. Il m'a donné la force de cesser de me voir comme un fardeau et de commencer à me percevoir comme une personne qui avait encore un rôle à jouer. J était une grand-mère, une amie, une femme avec une histoire et un avenir. L'humiliation avait laissé place à une nouvelle détermination. Je n'allais plus subir. J'allais agir. J'ai pris rendez-vous avec l'assistante sociale, non plus pour pleurer sur mon sort, mais pour exiger des solutions concrètes. Je voulais un logement à moi, même minuscule. Un endroit où je pourrais reconstruire ma vie et où Léo pourrait venir me voir, dans un lieu qui serait le mien, un havre de paix et de dignité. La bataille administrative qui s'annonçait serait longue et difficile, je le savais. Les listes d'attente pour les résidences autonomie étaient interminables. Mais pour la première fois, je ne me sentais pas seule pour l'affronter. J'avais le soutien de mes nouveaux amis du centre, Yvette et Marcel en tête, qui m'encourageaient et me donnaient des conseils. Et surtout, j'avais l'amour de Léo comme moteur. Chaque fois que le découragement menaçait de me gagner, je repensais à son visage à la porte du centre, et je retrouvais la force de continuer. Joanne était plus Monique, la veuve retraitée et invisible. J était Monique, la grand-mère de Léo, et j'allais me battre pour nous deux. La relation avec Sandrine restait la grande inconnue. Son au téléphone était un début, mais le chemin de la réconciliation serait semé d'embûches. Il y avait tant de choses à se dire, tant de blessures à guérir. Joanne n'était pas encore prête à la revoir, pas encore prête à affronter son regard. La peur être blessée à nouveau était encore trop présente. Mais je savais que nous devrions avoir cette conversation, pour Léo, et aussi pour nous. Nous étions deux femmes épuisées par la vie, qui, étaient fait du mal sans le vouloir vraiment. Le pardon ne serait pas un acte magique, mais un processus lent et douloureux, qui exigerait de l'honnêteté et du courage de part et d'autre. En attendant, ma vie s'organisait autour du centre d'accueil. Ce lieu que j'avais tant redouté était devenu mon refuge, ma nouvelle communauté. Je participais aux ateliers, j'aidais à servir le déjeuner, je discutais avec tout le monde. J'avais retrouvé un semblant de routine, un but à mes journées. J'apprenais à connaître les histoires des autres et en écoutant leurs combats, je mettais les miens en perspective. J'ai compris que la dignité ne résidait pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la capacité à se relever, encore et encore. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais le sentiment de ne plus être seule pour me relever. Le conflit interne qui me rongeait a commencé à s'apaiser. La colère envers Sandrine se transformait en une forme de compassion. J'ai commencé à me souvenir de la jeune fille qu'elle avait été, pleine de rêves et d'ambition, avant que la vie ne la frappe de plein fouet, avec un compagnon qui l'a abandonnée, un travail précaire et les responsabilités écrasantes d'une mère célibataire. Je ne lui excusais pas ses chevaux. Les semaines qui ont suivi la fugue de Léo se sont écoulées dans une routine étrange, un mélange de nouvelles camaraderies au centre et d'une angoisse sourde concernant l'avenir. L'approche de Noël n'arrangeait rien. Des guirlandes fatiguées et des boules de Noël ébréchées avaient été accrochées dans la salle commune, une tentative un peu pathétique de recréer une atmosphère de fête dans ce lieu qui en était l'antithèse.
Pour moi, ces décorations ne faisaient que souligner l'absence de mon foyer, la chaleur de ma famille, même dysfonctionnelle. Léo, dans nos appels quotidiens, m'avait annoncé la nouvelle qui avait fait basculer mon fragile équilibre. VEL, école organisait un spectacle de fin d'année, et il refusait catégoriquement de monter sur scène pour chanter sa chanson Si je haine, était pas dans le public pour l'applaudir. C, était son ultimatum, un acte d'amour et de chantage enfantin qui me mettait face à un dilemme impossible. Cette exigence de mon petit-fils était un poids supplémentaire sur mes épaules, déjà si lasses. Comment pouvais-je assister à ce spectacle? Cela signifiait revoir Sandrine, affronter son regard, m'asseoir à côté d'elle dans une salle remplie de parents heureux. L'idée seule me donnait des sueurs froides. La blessure, bien que moins vive, était encore à fleur de peau. Yvette et Marcel, à qui je m'aime, étaient confiés, m'encourageaient à y aller. C'est pour le petit, Monique. Les querelles d'adultes ne doivent pas le priver de ça. Ils avaient raison, bien sûr. Mais la peur de la confrontation, la crainte d'être à nouveau humilié, me paralysait. Je passais mes journées à peser le pour et le contre, mon cœur déchiré entre l'amour pour Léo et la protection de ma propre dignité, si chèrement reconquise. Le jour J approchait et je n'avais toujours pas pris de décision. J évitait le sujet avec Léo, lui donnant des réponses vagues. Je sentais sa déception à travers le téléphone, et chaque silence de sa part était un reproche qui me transperçait. Puis, un après-midi glacial de décembre, alors que je triais des dons de vêtements avec Huguette au centre, l'impensable s'est produit. J'ai levé les yeux, et je l'ai vue, Sandrine. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la salle commune, l'air complètement perdu. Elle portait son uniforme d'aide-soignante, froissé, comme si elle était venue directement du travail. Son visage était cerné, ses cheveux mal coiffés, et elle semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. Elle me cherchait du regard, une expression de panique et d'épuisement dans les yeux. Mon cœur s'est arrêté de battre, le temps a semblé se figer. Tous les bruits de la salle commune, les rires, les conversations, la télévision, se sont estompés pour ne laisser place qu'à un silence assourdissant. Nos regards se sont croisés. Le sien était rempli d'une myriade d'émotions contradictoires, la honte, le regret, la supplication. Le mien, je l'imagine, devait refléter le choc et une méfiance instinctive. Elle a fait un pas en avant, puis un autre, hésitante, comme si elle marchait sur un champ de mine. Les autres résidents du centre, sentant la tension, se sont tus et nous observaient, transformant notre drame intime en un spectacle public. Je suis resté pétrifié sur ma chaise, le pull que je pliais toujours dans les mains, incapable de bouger ou de parler. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de ma table. L'espace qui nous séparait semblait infranchissable, un gouffre creusé par des mots cruels et des semaines de silence. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Elle l'a refermée, avalant sa salive avec difficulté. J'ai vu ses mains trembler. Hélène était pas venue ici en conquérante, ni même pour s'excuser avec arrogance. Elle était venue en vaincue. La vision de sa détresse a ébranlé la muraille de colère que j'avais érigée autour de mon cœur. Je ne voyais plus la femme qui m'avait détruite mais ma fille, mon enfant, qui souffrait d'une manière si évidente que c'en était presque insoutenable à regarder. Je me suis levé lentement, mon corps rigide. Je ne savais pas quoi faire, quoi dire. Devais-je lui crier ma douleur, l'ignorer et partir? Chaque fibre de mon être me hurlait de fuir pour me protéger. Mais le souvenir du visage de Léo m'a cloué sur place. Était pour lui qu'elle était là, j'en étais certaine. Et était pour lui que je devais rester. Et là, écoutez. J'ai fait un signe de tête à Huguette, pour lui signifier que tout allait bien, même si était un mensonge. Puis, j'ai fait un geste en direction d'un petit salon plus isolé. À elle, écart des regards curieux. Sans un mot, elle m'a suivi, la tête basse, comme une condamnée marchant vers l'échafaud. Nous nous sommes assises face à face, sur 2 fauteuils en velours usé. Une petite table basse nous séparant. Le silence était encore plus lourd dans cette petite pièce. Je pouvais entendre sa respiration saccadée, presque un sanglot étouffé. Je la regardais, attendant. J'avais décidé de ne pas parler la première. Ce était pas à moi de faire le premier pas. J'avais passé ma vie à anticiper ses besoins, à aplanir ses difficultés. Cette fois, était à elle de trouver les mots, de franchir le pont qu'elle avait elle-même dynamité. J'attendais, non pas par vengeance, mais parce que je savais que notre avenir en dépendait. Pour que notre relation puisse un jour guérir, il fallait qu'elle soit basée sur la vérité, et non plus sur des non-dits et des sacrifices silencieux. Finalement sa voix s'est élevée, à peine un murmure, brisé par l'émotion. Maman. Le simple mot a ravivé une douleur sourde en moi.
Cela faisait si longtemps que je ne l'avais pas entendu prononcer avec cette intonation d'enfant perdu. Elle a relevé la tête et j'ai vu que ses yeux étaient pleins de larmes qui ne demandaient qu'à couler. Elle n'a pas cherché à s'excuser directement. Pas avec les formules toutes faites qui n'auraient eu aucun sens. Elle a dit quelque chose de bien plus vrai, de bien plus désarmant. Quelque chose qui venait du plus profond de son épuisement et de sa solitude. Maman, je n'y arrive plus. Ces quelques mots, prononcés dans un souffle, ont eu l'effet d'une déflagration. C était un aveu total, une capitulation. Elle ne se plaignait pas, elle ne m'accusait pas. Elle constatait simplement sa propre faillite. Le masque de la femme forte, de la mère courage qui gérait tout toute seule, venait de tomber, révélant le visage d'une personne au bout du rouleau, complètement dépassée par les événements. J'ai senti ma propre gorge se nouer. C était la première fois de sa vie qu'elle m'avouait sa faiblesse de manière aussi crue, aussi vulnérable. Elle a continué, les mots se bousculant, comme si un barrage venait de céder. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment être mère, payer les factures, et m'occuper de toi en même temps. En prononçant ces derniers mots, sa voix s'est complètement brisée. Elle reconnaissait enfin la complexité de la situation, la pression insupportable qui l'avait poussée à bout. Elle ne cherchait plus un coupable. Elle décrivait simplement elle, équation impossible de sa vie. Et dans cette équation, J était une variable, un facteur de complication, mais elle ne le disait plus avec colère, mais avec une immense tristesse. Puis, elle a baissé les yeux sur ses mains jointes sur ses genoux, et les larmes ont commencé à couler silencieusement sur ses joues. Pardon. Le mot est sorti, si bas que je l'ai à peine entendu. Mais il était là, suspendu dans l'air entre nous. Un pardon qui ne cherchait pas à effacer le mal qui avait été fait, mais qui reconnaissait la douleur causée. C était un pardon humble, dépouillé de tout orgueil. Et il a été suivi par la phrase la plus importante, celle qui a tout changé, celle qui a redéfini notre relation pour toujours. J'ai besoin de toi. Ce N était plus une accusation, ce N était plus un reproche, C était un appel à l'aide, un cri du cœur. Elle ne disait pas qu'elle avait besoin de moi pour garder Léo, ou pour l'aider financièrement. C était plus profond que ça. C était la reconnaissance d'un lien fondamental, celui de la fille à sa mère. Elle avouait qu'elle ne pouvait pas y arriver seule, qu'elle avait besoin de mon soutien, de ma présence, de l'amour que j'ai, était la seule à pouvoir lui donner. À cet instant, toute ma colère, toute mon amertume, s'est dissoute, remplacée par une vague de compassion immense. Je suis restée silencieuse un long moment, laissant ces mots infuser en moi. Je la regardais pleurer, cette femme de 40 ans qui était redevenue une petite fille effrayée. Et j'ai compris. J'ai compris que sa cruauté n'avait été que le reflet de sa propre souffrance, le cri d'un animal blessé qui attaque pour se défendre. Elle n'avait pas voulu me détruire, elle avait simplement cherché à survivre à sa propre noyade, et dans sa panique, elle m'avait entraîné vers le fond avec elle. Le pardon, à ce moment-là, N était plus une question de choix. Il était devenu une évidence. J'ai pris une grande inspiration. La femme soumise et craintive qui avait fui son appartement au milieu de la nuit n'existait plus. À sa place se tenait une femme qui avait connu le fond du désespoir, mais qui avait trouvé en elle une force insoupçonnée. J'ai regardé ma fille, non plus avec les yeux d'une victime, mais avec ceux d'une mère. Une mère qui voyait son enfant en détresse et qui savait qu'elle devait la réconforter, mais aussi lui montrer le chemin. Ma réponse devait être aussi vraie, aussi honnête que sa confession. Moi aussi j'ai besoin de toi, ma fille. Ma voix était calme, posée, d'une fermeté qui nous a surprises toutes les deux. Elle a relevé la tête, ses yeux embués de larmes, remplis d'une lueur d'espoir. Elle ne s'attendait probablement pas à cette réciprocité. Elle s'attendait à des reproches, ou au mieux, à un pardon accordé à contre-cœur. Mais j'avais compris, dans ma solitude, que l'amour ne pouvait pas être à sens unique. J'avais besoin d'elle, de son amour, de ma place dans sa vie. Mais les règles devaient changer. J'ai ajouté la phrase la plus importante, celle qui posait les fondations de notre nouvelle relation, mais plus comme un poids. Comme ta mère, ces mots étaient lourds de sens. Ils signifiaient que je refusais de retourner à ma condition d'assistante silencieuse et invisible. Ils affirmaient mon existence en tant que personne à part entière, avec mes propres besoins, mes propres limites. Je voulais être sa mère, celle qui conseille, qui écoute, qui aime, mais plus jamais le fardeau qu'elle porte en silence. C était ma déclaration d'indépendance, ma condition pour la réconciliation. Un long silence a suivi ma déclaration. Sandrine me regardait, semblant digérer la portée de mes paroles. J'ai vu la compréhension naître dans son regard. Elle a hoché la tête lentement, acceptant mes conditions sans un mot.
Elle comprenait que je ne reviendrais pas en arrière, que quelque chose était irrémédiablement brisé, mais que nous avions la chance de pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau, de plus sain, sur les ruines de notre ancienne relation. Était un nouveau départ, basé non plus sur la dépendance et le sacrifice, mais sur le respect mutuel. Il n'y a pas eu d'accolade théâtrale, pas d'effusion de larmes hollywoodiennes. La réalité est souvent plus simple, plus pudique. J'ai simplement tendu ma main au-dessus de la table basse qui nous séparait. Un geste simple, mais qui en disait plus que tous les discours du monde. Était une invitation, une offre de paix, un pont jeté au-dessus du gouffre. J'offrais le pardon, mais je demandais aussi le respect en retour. Était tout ce qui comptait désormais. Elle a regardé ma main tendue, puis mon visage. Après une seconde d'hésitation, elle a posé sa main dans la mienne. Son contact était froid, tremblant, mais il était là. Nos doigts se sont refermés les uns sur les autres. Était le premier contact physique que nous avions depuis la dispute. Et dans cette simple poignée de main, il y avait tout. Le pardon, la reconnaissance de nos torts mutuels, et la promesse fragile d'un avenir différent. Nous étions deux femmes imparfaites, deux survivantes de la vie, qui venaient de décider de s'aimer à nouveau, mais différemment. Mieux. Nous sommes restés comme ça un long moment, main dans la main, en silence. Les larmes continuaient de couler sur ses joues, mais elles, étaient plus des larmes de désespoir. Les miennes ont commencé à couler aussi, des larmes de soulagement, de libération. Une énorme chape de plomb venait de se soulever de mon cœur. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Je savais que le chemin serait long et difficile, mais pour la première fois depuis des semaines, je sentais une lueur d'espoir. La conversation la plus difficile de ma vie venait d'avoir lieu, et nous en étions sortis, non pas indemnes, mais vivantes. Et ensemble. Ce moment de réconciliation, si douloureux et si nécessaire, a été le point culminant de ma transformation. J'avais affronté ma plus grande peur, et j'en étais sortie plus forte. J'avais retrouvé ma fille, mais plus important encore, était retrouvé moi-même. J'avais retrouvé ma voix, ma dignité, ma place dans le monde, était redevenue Monique, et non plus seulement un poids pour les autres. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La première chose que j'ai dite après ce long silence, la voix encore un peu tremblante mais le cœur plus léger, a été « Alors, c'est à quelle heure ce spectacle ? Je ne voudrais pas être en retard pour applaudir mon petit chanteur. » Un sourire, le premier vrai sourire depuis une éternité, s'est dessiné sur le visage fatigué de Sandrine. Était un sourire fragile, teinté de tristesse, mais il était là. Notre premier pas vers la reconstruction venait d'être fait. Le soir du spectacle de Shell, école, l'air glacial de décembre, semblait moins mordant que d'habitude. La salle polyvalente, surchauffée et bruyante, sentait un mélange de sapin, de gâteaux faits maison, et de trac enfantin. Était assise sur une chaise en plastique inconfortable, un peu en retrait, observant le ballet des parents fiers et agités. Sandrine était là aussi, quelques rangs devant moi. Nous, étions pas assises côte à côte. Était un accord tacite, une reconnaissance que nous avions besoin de cet espace, même dans un moment de réunion. Une distance physique qui symbolisait le respect retrouvé. Était plus une extension d'elle, était une invitée, une grand-mère venue admirer son petit-fils. Et cette nouvelle position, aussi étrange fût-elle, me semblait juste. Mon cœur battait fort, un mélange d'appréhension et d'une joie fragile que je n'osais pas encore tout à fait m'approprier. Puis le rideau de velours rouge s'est ouvert en grinçant, révélant une vingtaine d'enfants déguisés en lutins et en flocons de neige. Mon regard a immédiatement cherché Léo. Il était au premier rang, petit et sérieux dans son costume, ses joues rouges d'excitation. Il a balayé la salle du regard, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Je savais qu'il me cherchait. J'ai levé la main discrètement. Nos regards se sont croisés. Un immense sourire a illuminé son visage. Un sourire pur, victorieux, qui même, était entièrement destiné. À cet instant, tout le reste a disparu. La honte, la douleur, les semaines d'errance. Il n'y avait plus que cet amour inconditionnel qui nous liait, un fil d'or indestructible. Quand il a commencé à chanter sa petite chanson de Noël, sa voix un peu fausse mais pleine de conviction, j'ai senti les larmes couler sur mes joues. Ce était plus des larmes de chagrin, mais de fierté et de gratitude. Après les applaudissements assourdissants, le chaos joyeux de la sortie a envahi la salle. Léo a couru vers moi, se jetant dans mes bras avec une force qui a failli me faire basculer. « Tu as vu, mamie ? Tu as vu ? J'ai chanté fort !» Il était radieux. Je l'ai serré contre moi, respirant l'odeur de ses cheveux, le cœur débordant.
Sandrine nous a rejoints, un sourire timide aux lèvres. Elle n'a pas essayé de forcer un contact, elle est restée à une distance respectueuse. Il a été merveilleux, n'est-ce pas, a-t-elle simplement dit. J'ai hoché la tête. Merveilleux. Les mots étaient simples, presque banals, mais ils portaient le poids d'une trêve, le début d'une paix fragile. Nous Tinia étions plus deux adversaires, mais deux femmes unies par l'amour qu'elles portaient à cet enfant. Il n'y avait plus de tension, juste une immense fatigue et le soulagement d'avoir traversé la tempête. Le retour à l'appartement ne s'est jamais fait. Quelques jours plus tard, assises dans un café anonyme, nous avons eu la conversation la plus calme et la plus honnête de notre vie. J'ai expliqué à Sandrine, sans reproche ni amertume, que je ne pouvais pas revenir vivre avec elle. Non pas comme une punition, mais comme une nécessité. J'avais besoin de mon propre espace pour me reconstruire, et elle avait besoin du sien pour respirer, pour être la mère et la femme qu'elle devait devenir sans avoir l'impression d'être constamment jugée ou étouffée par ma présence. J'ai vu dans ses yeux un mélange de tristesse et d'un immense soulagement. Elle a compris. Pour la première fois, nous ne parlions plus en termes de sacrifice et de devoir, mais en termes de besoin et de respect mutuel. Était la véritable fondation de notre nouvelle relation. Dès lors, ma quête d'un logement a pris une toute autre tournure. Était plus la vieille dame éplorée qui venait mendier de l'aide au CCAS. Était Monique, une femme déterminée, armée d'un dossier méticuleusement préparé avec l'aide de l'assistante sociale, qui était devenue une véritable alliée. Je me suis battue avec une énergie que je ne me connaissais pas, passant des heures au téléphone, remplissant des formulaires complexes, ne lâchant rien. Je ne le faisais plus seulement pour moi, pour échapper à une situation intenable. Je le faisais pour Léo, pour lui prouver que sa grand-mère était pas une femme brisée, mais une combattante. Chaque petit obstacle surmonté était une victoire, un pas de plus, vers la reconquête de ma dignité et de mon indépendance. Yvette et Marcel, mes complices du centre, me soutenaient, m'encourageant à chaque étape. Et puis, un matin de février, le téléphone a sonné. Était l'assistante sociale. Une place était libérée dans une résidence autonomie du quartier. Un petit studio, rien de luxueux, mais il était pour moi. La nouvelle m'a laissé sans voix, un tourbillon d'émotions me submergeant. La joie bien sûr, mais aussi une peur vertigineuse de l'inconnu, de cette nouvelle solitude que j'avais pourtant tant désirée. La semaine suivante, j'ai visité l'appartement. Était un petit 25 mètres carrés, avec une kitchenette et un balcon donnant sur un petit jardin. Il était vide, impersonnel, et sentait la peinture fraîche. Mais en tournant la clé dans la serrure, un sentiment de paix profonde m'a envahi. Était le son de ma liberté. Pour la première fois depuis des décennies, j'allais avoir un lieu qui n'appartiendrait qu'à moi. L'emménagement s'est fait un samedi matin pluvieux. Sandrine et Léo étaient là. Il n'y avait aucune tristesse dans leurs gestes, seulement une efficacité joyeuse. Ils ont porté mes quelques cartons, les maigres possessions que j'avais accumulées au fil d'une vie. Nous avons monté le lit, installé la petite table et les 2 chaises que Josiane m'avait données. Léo, avec un sérieux papal, rangeait mes livres sur une étagère. Il y avait une atmosphère de collaboration, de projet commun. Nous ne fermions pas un chapitre douloureux, nous en ouvrions un nouveau, ensemble. Voir ma fille s'affairer pour créer mon nouveau foyer, avec un respect et une tendresse que je ne lui avais pas vus depuis des années, a été la plus belle des confirmations que notre réconciliation était réelle et profonde. Ma nouvelle vie a commencé, rythmée par des plaisirs simples que j'avais oubliés. Le luxe de boire mon café le matin en lisant le journal, en silence. La liberté de décider de mon menu du jour sans avoir à tenir compte des goûts des autres. La joie de décorer mon petit espace. D'accrocher les dessins de Léo au mur. De mettre des fleurs sur mon balcon. J'ai appris à apprivoiser la solitude, à la transformer en une compagne apaisante plutôt qu'en une ennemie angoissante. Je continuais à me rendre au centre d'accueil, non plus par nécessité, mais par plaisir. Ce était plus mon refuge contre la rue, mais mon club social, le lieu où je retrouvais mes amis, ma nouvelle famille choisie, pour une partie de cartes, ou simplement pour refaire le monde. La femme effacée et silencieuse que j'avais été, avait laissé place à une Monique plus affirmée, plus joyeuse. Au centre, n'était plus la nouvelle qui faisait pitié. Était devenue l'une des piliers, celle qui accueillait les nouveaux arrivants avec un mot gentil, celle qui organisait des tournois de belote endiablés. Yvette disait en riant que j'avais rajeuni de 10 ans. Et était vrai. En retrouvant ma dignité, j'avais retrouvé mon énergie, mon goût de vivre. J'avais compris que mon histoire, ma douleur, pouvait aussi servir à aider les autres, à leur montrer qu'il y avait toujours une lumière au bout du tunnel, même quand tout semble noir. Partager mon expérience, sans pathos mais avec honnêteté, donnait un nouveau sens à tout ce que j'avais traversé. Les visites de Sandrine et Léo sont devenues le point d'orgue de mes semaines. Chaque samedi, ils arrivaient.
les bras chargés de courses et de gâteaux. Ce N était plus une corvée pour ma fille, mais un moment de détente, une pause dans sa vie trépidante. Loin des tensions de la promiscuité et des soucis d'argent, nous nous redécouvrions. Elle me racontait ses journées de travail, ses petites victoires, ses inquiétudes. Je écoutais non plus comme une charge, mais comme une mère, offrant un conseil si elle le demandait, ou simplement une oreille attentive. Léo, lui, avait son propre rituel. Il s'installait sur mon balcon avec ses crayons et dessinait, heureux d'eau, être dans le royaume de sa grand-mère, un havre de paix où tout était simple et doux. Un après-midi, alors que nous préparions une tarte aux pommes dans ma minuscule cuisine, Sandrine s'est arrêtée, un éplucheur à la main. Elle m'a regardée avec une intensité qui m'a troublée. « Tu sais, maman, je suis fière de toi. » La simplicité de la phrase m'accueillit par surprise. Je ne m'attendais pas à ça. « Fière de quoi ?» ai-je demandé, la gorge nouée. « D'avoir eu la force de partir. D'avoir construit tout ça. Toute seule. Tu m'as appris une leçon que je n'oublierai jamais. » Des larmes ont embué mes yeux. Si, était la plus belle reconnaissance qu'elle pouvait me faire. Elle ne me voyait plus comme une victime fragile, mais comme un exemple de force et de résilience. Ce jour-là, j'ai su que notre lien était non seulement réparé, mais qu'il était devenu plus fort et plus vrai qu'il ne l'avait jamais été. Le pardon, j'ai fini par le comprendre, elle n'était pas un simple acte d'absolution. C'était un long processus de guérison qui m'avait concerné autant qu'elle. En lui pardonnant ces mots cruels, j'avais aussi appris à me pardonner à moi-même. Je était pardonné d'avoir accepté si longtemps de haine, être qu'une ombre, de être effacé au point de devenir invisible. Je était pardonné de ne pas avoir supposé des limites plus tôt, de ne pas avoir exprimé mes propres besoins. La crise que nous avions traversée, aussi destructrice fut-elle, avait été un mal nécessaire. Elle nous avait forcés à tout mettre à plat, à détruire une relation toxique pour en reconstruire une saine, basée sur l'honnêteté et l'amour véritable, et non plus sur une dépendance silencieuse et pleine de ressentiment. Notre relation, aujourd'hui, est plus simple et plus profonde. Elle est faite de petits riens. Un coup de fil le soir pour se souhaiter bonne nuit, une photo de Léo envoyée par texto, un plat que je lui prépare et qu'elle vient chercher après son travail. Nous avons appris à communiquer, à dire les choses quand elles ne vont pas, mais aussi, et surtout, à nous dire que nous nous aimons. Les mots « tu es un poids » ont été remplacés par « prends soin de toi » et « tu me manques ». La blessure est toujours là, quelque part, comme une cicatrice qui rappelle la fragilité des choses. Mais elle ne fait plus mal. Elle est devenue un rappel de la distance que nous avons parcourue, du chemin de croix qui nous a menés vers la lumière. 1 an a passé. Nous sommes un dimanche après-midi, dans mon petit appartement baigné de soleil. Une douce odeur de gâteau yaourt, celui que Léo adore, flotte dans l'air. Les murs sont couverts de ses dessins colorés, et sur le balcon, mes géraniums sont en pleine floraison. La pièce, bien que modeste, respire le bonheur et la sérénité. C'est mon royaume, mon sanctuaire, le symbole de ma renaissance. Chaque objet, chaque recoin, raconte une histoire de résilience, de dignité retrouvée. C'est ici que je me sens enfin chez moi, en paix avec mon passé, et confiante en l'avenir, aussi incertain soit-il. Je ne suis plus une survivante, je suis une vivante. Léo et moi sommes attablés, en pleine partie de belote. Il fronce les sourcils, essayant de calculer ses points, et je retiens un sourire attendri. Sandrine est dans la kitchenette, elle prépare le café, fredonnant un air à la mode. Elle nous observe par-dessus son épaule, un regard plein de douceur sur le visage. Le contraste avec l'atmosphère lourde et silencieuse de notre ancien appartement est saisissant. Ici, les rires fusent, les taquineries aussi. Nous ne sommes pas une famille parfaite, nous sommes simplement une famille vraie, qui a traversé l'enfer et qui a trouvé le chemin du retour, transformée et plus unie que jamais. Je regarde ma fille, si belle dans sa simplicité, puis mon petit-fils, tout à sa concentration. Une vague d'amour et de gratitude m'envahit, si puissante qu'elle me coupe le souffle. Je ne suis plus la grand-mère qui aide, je ne suis plus un soutien logistique ou financier. Je suis devenue ce que j'aurais toujours dû être, le cœur battant de cette petite famille, le port d'attache où l'on vient se ressourcer, trouver du réconfort et un amour inconditionnel. Je suis leur ancre, mais une ancre qui ne les retient pas au fond, une ancre qui leur donne la stabilité nécessaire pour affronter les vagues de la vie. Je suis la matriarche de ma propre histoire. C'est là que réside la leçon la plus précieuse que la vie m'ait apprise, dans la douleur et les larmes. Ma valeur ne dépendait pas de mon utilité, de ma capacité à rendre service, à me faire oublier.
Elle ne se mesurait pas au nombre de repas préparés ou d'heures de ménage effectuées. Ma véritable valeur, ma seule et unique valeur, a toujours résidé dans ma simple existence, dans ma capacité à aimer et à être aimé en retour. C'est un droit fondamental, un trésor que personne ne peut nous enlever, même lorsque nous pensons l'avoir perdu. Il suffit parfois d'un regard d'enfant pour nous le rappeler. Léo jette sa dernière carte sur la table avec un cri de triomphe. « J'ai gagné, mamie! J'ai gagné !» Il saute de sa chaise et vient se blottir contre moi. Sandrine arrive avec les tasses de café fumantes, en riant. « Tricheur, va !» lance-t-elle à son fils. Je serre mon petit-fils dans mes bras, le nez dans ses cheveux, et je ferme les yeux, savourant cet instant de bonheur parfait. Un moment simple, ordinaire, mais qui contient toute la beauté du monde. Notre monde. Celui que nous avons reconstruit, pièce par pièce, avec les débris de notre passé, pour en faire un avenir rempli de lumière et d'amour. Avez-vous vécu une histoire qui a changé votre façon de voir la vie? Laissez un petit cœur si vous croyez qu'on peut toujours recommencer. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies qui touchent le cœur. Commentez, la vie nous apprend toujours si vous aussi, vous croyez aux secondes chances.